Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'autotransfusion. Je vous remets la même petite diapo que d'habitude sur le fait que pour des raisons de propriété intellectuelle et de droit d'auteur, on vous demande de ne pas diffuser ces formations et de les garder pour votre usage interne strict dans Émergence. Donc sur l'autotransfusion, de quoi on va parler aujourd'hui? On va refaire un tout petit point très rapide sur la transfusion et notamment sur les conditions de décision de transfusion. Et puis après, on va comparer ça à l'autotransfusion. Quand est-ce qu'on va aller choisir une autotransfusion versus une transfusion? On va parler évidemment des risques associés à l'autotransfusion, un petit peu de biblio quand même pour voir ce qui se dit actuellement dans la littérature. Et puis après, on va passer à la partie plus pratique. Comment est-ce qu'on diagnostique notre hémothorax, notre hémoabdomen et comment on procède pour faire notre autotransfusion. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, des partages d'expériences, n'hésitez pas à intervenir. Mettez plutôt le micro pour intervenir, mais après, vous pouvez aussi poser des questions via la petite barre de conversation, mais je ne les vois pas forcément. Donc, préférez quand même mettre votre micro pour intervenir. Voilà. Alors, du coup, en introduction, la transfusion, c'est le traitement d'urgence des anémies, qu'elles soient aiguës ou chroniques. La procédure de transfusion, c'est quelque chose qui est bien connu, qui est bien maîtrisé, même si là-dedans, il y a toujours des choses qu'on ne maîtrise pas, notamment au niveau des réactions, etc. Mais en tout cas, une procédure de transfusion, c'est quelque chose qu'on sait faire. Malheureusement, ça engendre aussi des difficultés techniques. Il faut déjà, tout simplement, avoir un donneur ou une banque de sang à disposition pour pouvoir faire cette transfusion, ce qui est souvent un facteur extrêmement limitant. On a évidemment les problèmes de compatibilité et de groupe sanguin, et puis ça représente un coût qui peut être relativement important. Quelques définitions pour bien comprendre de quoi on parle. Quand on parle de transfusion, généralement, on va parler d'allotransfusion. Donc, c'est une transfusion de produits sanguins entre deux individus de la même espèce. On va différencier ça de l'autotransfusion, où là, on fait une transfusion d'un individu sur lui-même avec son propre sang. Et en français, on va différencier deux termes, la transfusion de sang autologue versus l'autotransfusion. Transfusion de sang autologue, c'est des circonstances très très particulières. Par exemple, on prévoit de faire une chirurgie où on sait que ça va saigner. Et bien dans ce cas-là, on peut au préalable prélever du sang à cet animal, le stocker et pouvoir lui retransfuser au moment de la chirurgie. Donc ça, c'est une transfusion de sang autologue. Et nous, on va parler de l'autotransfusion, où là, on prélève et on transfuse immédiatement. Et puis, il y a également la xénotransfusion, que vous devez tous connaître également, où là, on transfuse des produits sanguins entre deux individus d'espèces différentes. Généralement, on va le faire du chien sur le chat. Attention quand même à cette technique, puisqu'on a une destruction rapide des globules rouges qui sont transfusés. En moyenne, ils ont une durée de vie de 3 jours et demi, contre 30 jours si on fait de l'allotransfusion. Donc vraiment une durée de vie très restreinte. On peut avoir apparition d'un ictère qui signe donc une hémolyse très rapidement, en moyenne dans les 2 jours qui suivent la transfusion. Donc c'est vraiment pas l'idéal, on va dire. C'est pour des situations un petit peu d'urgence où on n'a pas trop d'autres solutions. Et ça provoque une très forte immunisation du patient contre les globules rouges de l'autre espèce. Donc on ne peut jamais, jamais, jamais réitérer cette procédure avec sinon un risque de mort très important. Donc voilà pour les petites définitions et on va parler dans un premier temps de la transfusion en général. Donc la transfusion, on va l'utiliser dans la prise en charge des anémies, qu'elles soient aiguës ou chroniques, et peu importe leur cause, par perte sanguine, par destruction des hématies ou par déficit de production. Je vous redonne les valeurs usuelles de l'hémoglobine chez le chien et chez le chat, valeurs en dessous desquelles on parle d'anémie. J'attire vraiment votre attention là-dessus parce que ça peut être un peu bête comme truc, mais il y a plein de fois où on voit parler d'anémie alors qu'en fait l'hémoglobine elle est dans les normes. Donc il faut bien se référer à ces valeurs-là pour parler d'anémie. Les indications de la transfusion, il ne faut pas simplement qu'il y ait une anémie, ça c'est important. Il faut qu'il y ait une anémie, généralement modérée à sévère, mais surtout le plus important, il faut qu'il y ait des répercussions cliniques de cette anémie. Puisque parfois, vous pouvez avoir, notamment sur des anémies chroniques avec une installation progressive, un patient qui va se mettre à tolérer
des valeurs d'hémoglobine très basses. Et donc, des fois, notamment les chats qui sont assez champions pour ça, on les voit arriver avec des valeurs mais catastrophiques et pourtant, ils ne sont pas tellement cliniques de ça. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas d'indication de transfusion. Donc, c'est vraiment pas la valeur en tant que telle de l'hémoglobine, c'est une anémie plus des répercussions cliniques. Généralement, on va retrouver un état de faiblesse, de fatigabilité. On peut retrouver des épisodes de collapse, une tachycardie, une tachypnée, dyspnée, ça peut être respiration gueule ouverte, ce genre de choses. Et puis on peut avoir une hyperlactatémie qui là n'est pas, une hyperlactatémie de type B liée à une hypoperfusion, mais tout simplement, par hypovolémie, mais donc tout simplement un déficit en O2 à cause de l'anémie. Le protocole, donc généralement, on va transfuser entre 10 et 20 millilitres par kilo de sang, dépendamment du produit sanguin, qu'on utilise. Donc soit on a des concentrés globulaires, donc là, on a en fait, séparé, les cellules du plasma, donc bah, c'est concentré comme son nom l'indique. Dans ces cas-là, souvent, on va mettre 10 millilitres par kilo à peu près. Pour du sang total, on est plutôt autour de 20 millilitres par kilo. Il existe des formules dans les textbooks pour calculer la quantité de sang à perfuser, à transfuser en fonction de l'augmentation d'hématocrite souhaitée. Bon, souvent, c'est pas mal de branlettes intellectuelles pour pas grand chose, mais bon. Donc voilà un petit peu on va dire les infos classiques sur la transfusion, parce que c'est pas le sujet de cette conférence. Donc là, on va parler vraiment plus spécifiquement de l'autotransfusion. Donc, c'est quoi les avantages de l'autotransfusion par rapport à l'allotransfusion? Donc là, l'avantage, c'est essentiellement d'avoir un produit sanguin directement disponible parce que c'est souvent la grosse limite et la raison pour laquelle on ne peut pas faire une transfusion classique, c'est qu'on n'a pas de sang à notre disposition. On va également avoir une diminution des risques de réaction transfusionnelle parce que ça, forcément, l'animal, il est forcément compatible avec lui-même, donc pas de problème. On n'a pas de risque de transmission d'autres maladies infectieuses ou d'immunosuppression secondaire à la transfusion. On va diminuer aussi le temps d'administration parce que comme on n'a pas de risque de réaction transfusionnelle, on peut transfuser très vite et donc faire des transfusions massives, notamment sur un animal qui est vraiment, vous voyez, un gros hémo-abdomen avec un choc, hémorragique important et ben, on peut se permettre de transfuser très vite, sans prendre beaucoup de risques. Et puis, on n'a pas d'immunisation contre des allo-antigènes, donc pas de risque de réaction sur une transfusion future et puis un coût qui est beaucoup moins important qu'une transfusion classique, puisque, bah, en fait, il y a pas besoin de beaucoup de matériel. C'est pas comme si, par exemple, on a une banque de sang où on commande des poches et cetera, ce qui peut coûter quand même très, très cher. Cependant, même si ça a l'air super comme ça sur le papier, c'est quand même réservé à des situations très spécifiques et il faut qu'on soit face à un saignement cavitaire, donc un hémo-abdomen ou un hémothorax. Je vous parle pas d'un hémo, hem mince, j'ai perdu le mot. Hem, dans le thorax, mais pas pleural. Bref, ça va me revenir tout à l'heure. On parle pas, d'un hémopéricarde ou de choses comme ça. Il faut qu'il y ait quand même une quantité de sang, suffisante, pour pouvoir prélever ce sang et le transfuser. Donc il faut vraiment une grande cavité, donc un hémo-abdomen ou un hémothorax. Ça, on va retrouver ça dans des situations, notamment les coagulopathies, dont les intox aux AVK, les origines tumorales avec des tumeurs, qui sont en train de saigner et sur des traumas vasculaires. Dans tous les autres cas, il faut absolument, faire une allotransfusion, bon, voire une xénotransfusion si on n'a pas le choix, mais en dehors d'un saignement cavitaire comme ça et tout, on ne peut pas envisager une autotransfusion. Quels sont les risques associés à l'autotransfusion? Parce qu'il y en a quand même évidemment. Il y a, des contre-indications strictes à partir du moment où vous avez un épanchement qui est septique. On ne peut absolument pas transfuser et lorsqu'il y a contamination par un autre fluide corporel, de la bile, de l'urine, du contenu digestif notamment. Donc ça, attention, notamment, il y a un risque important lorsque vous avez un hémo-abdomen ou un hémothorax qui fait suite à un traumatisme. Il est très difficile, d'être sûr à 300 qu'il y a pas de contamination par autre chose. Vous imaginez bien que si vous faites une transfusion avec un truc qui est du sang mélangé à de l'urine, votre animal ne va pas aller très, très bien. Donc ça, c'est vraiment faut faire super gaffe dans les cas de trauma notamment. Et puis après, il y a des contre-indications relatives et ça, c'est notamment pour tout ce qui va concerner, les hémos, donc abdos ou thorax.
secondaires à des processus néoplasiques, puisqu'on se pose la question de y a-t-il un risque de dissémination de cellules tumorales? Et bien en réalité, c'est très difficile de répondre à cette question. Il n'y a aucune étude qui arrive à trancher clairement sur ce sujet, que ce soit en médecine vétérinaire, alors là, il n'y a vraiment rien. En médecine humaine non plus, ça ne tranche pas. Donc en fait, c'est un petit peu la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que vous êtes face à un cas d'hémothorax ou d'hémo-abdomen secondaire à un processus néoplasique. Vous avez du sang à votre disposition pour faire une allotransfusion. Évidemment que vous allez choisir plutôt cette option. Vous n'avez pas de produit sanguin à votre disposition et votre animal, il a vraiment besoin d'une transfusion. La balance bénéfice-risque peut tout à fait être en faveur du fait de faire une autotransfusion pour stabiliser votre patient, même si sur le papier, il existe un risque effectivement théorique de dissémination de cellules tumorales. Faut-il ou pas utiliser des anticoagulants lorsqu'on fait une autotransfusion? Eh bien, c'est très controversé. Il n'y a pas, de réponse claire, et ça va essentiellement dépendre de la cause et de la vitesse d'installation du saignement. Puisque théoriquement, lorsque votre sang, il est en contact avec des séreuses, donc les plèvres, le péritoine, ce genre de choses, au bout d'une heure, il est défibriné et donc il ne coagule plus. Donc si votre, épanchement cavitaire, date de plus d'une heure, théoriquement, il n'est pas censé, coaguler et donc il n'y a pas besoin, d'utiliser d'anticoagulants. Bon ensuite, c'est très difficile de savoir exactement, est-ce qu'il y a un risque ou pas? Est-ce que je c'est vraiment laissé à la discrétion du clinicien. À titre personnel, les fois où j'ai fait des autotransfusions, j'étais toujours sûre et certaine que l'épanchement était largement, datait de largement plus d'une heure et j'ai fait le choix de ne pas anticoaguler. Mais je peux pas vous dire qu'il faut pas le faire, qu'il faut ou qu'il ne faut pas le faire. Ça dépend, des cas, c'est vous qui décidez. C'est vrai que par contre, si vous êtes face, par exemple, à un trauma ultra récent ou alors malheureusement, vous êtes en chirurgie, et puis, par accident, il y a une lésion vasculaire très importante qui est faite et vous en arrivez à devoir faire une autotransfusion. Et là, c'est vraiment de l'aigu. Là, oui, c'est sûr qu'il faut anticoaguler. Mais donc, voilà, il y a pas de réponse, heu, nette et claire pour tous les cas. C'est vraiment, laissé, à votre discrétion. Si vous devez anticoaguler, on va choisir l'anticoagulant classique, qu'on a pour, les poches de transfusion, c'est de l'ACD et généralement on utilise 1 millilitre pour 7 à 9 ml de sang. Les complications qui sont possibles suite à une autotransfusion, c'est essentiellement une hypocalcémie lorsque vous avez utilisé un anticoagulant puisque, ces anticoagulants, je vous remets le truc, c'est du citrate dextrose et le citrate, ça se chélate avec le calcium. Fait, avec votre anticoagulant, ça va chélater votre calcium et donc il y a un risque, d'hypocalcémie, notamment sur des transfusions massives, et puis évidemment aussi de coagulopathie, notamment si en fait on a utilisé un anticoagulant alors que finalement il y en avait pas vraiment besoin dans la poche et du coup, bah, voilà, on le donne à notre animal. Potentiellement, il y a un risque de coagulopathie. Il peut y avoir un risque d'hémolyse, il faut faire attention aux techniques de prélèvement et de transfusion. On va revenir là-dessus après. Il y a des risques de microembolie, parce que, bah, vous imaginez bien que quand on prélève, directement dans un thorax ou dans un abdomen, bah, c'est un peu la soupe là-dedans, donc il peut y avoir des morceaux, hein, pour faire simple. Donc c'est très important de transfuser ensuite avec un transfuseur à filtre pour essayer de limiter, le risque d'embolie. Si on n'a pas prélevé stérilement, ou si malheureusement on a prélevé un fluide qui était contaminé, eh bien on a un risque de bactériémie, donc peut-être de sepsis, de choc septique, ce genre de choses. Et puis la dissémination métastatique, on l'a évoqué, c'est controversé, il est difficile, de trancher là-dessus. Un petit peu de biblio pour voir ce qui se dit. Il n'y a pas non plus 50 000 articles, sur les autotransfusions, dans la littérature. Je vous présente, une première étude ici, très récente, c'est la plus récente que j'ai trouvée, qui est dans Frontiers, dans de 2024. Donc ça, c'est un gros journal quand même, c'est une étude récente, où là, ils ont fait une étude rétrospective, sur des autotransfusions chez, 43 chiens avec des hémo-abdomens, d'origine splénique qui ont été traités chirurgicalement. Et donc dedans, il y avait 63 d'hémangiosarcome et 37 de cas où c'était bénin. Déjà, j'attire quand même votre attention là-dessus. Masse sur la rate qui saigne, ça ne veut pas forcément dire
hémangiosarcome. Là, on a quand même 2/3 d'hémangiosarcome pour un tiers d'origine bénigne, ce qui n'est pas anodin du tout. Ils ont classé les patients en fonction de s'ils recevaient une allotransfusion seule, une autotransfusion seule, une allotransfusion plus une autotransfusion ou pas de transfusion. Et globalement, ils ont constaté une augmentation de l'hématocrite similaire dans les 3 groupes qui étaient transfusés. Et dans leur conclusion, l'autotransfusion apparaissait comme une technique sécuritaire et efficace pour la stabilisation de ces cas et représentait donc une bonne alternative à l'allotransfusion quand on n'avait pas cette option à disposition. Une autre étude ici, plus ancienne du GVEC, donc de 2015, où là, on avait 25 cas avec 56 de trauma vasculaire, 32 avec une origine tumorale et 12 avec des intox aux AVK. Dans les complications qui étaient décrites, il y avait des hypocalcémies, une hémolyse au niveau du sérum et une augmentation des temps de coag, donc les trucs qu'on a détaillés avant. Mais les complications, elles ont été considérées comme minimes cliniquement par rapport à ces cas. Et on avait d'autres produits sanguins qui étaient utilisés dans presque 70 des cas. Donc en fait, l'autotransfusion avait vraiment été utilisée en urgence pour stabiliser les patients. Et quand il y avait nécessité de retransfuser, ils le faisaient de manière avec des allotransfusions. Il y avait 68 de survie dans l'étude. Et puis, les animaux qui n'avaient pas survécu, c'était soit parce que tout simplement les propriétaires avaient décidé d'euthanasier l'animal, généralement pour des problèmes financiers, ou lorsque l'hémorragie, la cause au départ de l'hémorragie n'était pas contrôlable et malheureusement le patient était décédé. Une autre petite étude ici où c'est intéressant, ils ont comparé l'autotransfusion versus une stabilisation avec du Ringer lactate pour traiter en fait l'état de choc. Donc là, ils ont induit un état de choc avec un choc hémorragique chez des chiens, donc c'est un truc expérimental. Je ne sais pas qui a signé ce protocole, mais voilà, ils ont saigné des chiens. Bon, il n'y en a aucun qui est mort dans l'étude, donc ils ont fait ça bien. Et donc, ils ont comparé en fait en remplissant avec une autotransfusion versus en remplissant avec du Ringer lactate. Ils ont constaté que dans les premières heures, la correction du choc était plus efficace avec les cristalloïdes, ça remplissait mieux. Cependant, en fait, dans les heures qui suivent, et notamment dans les premières 24 heures, l'autotransfusion se montrait supérieure, puisque, notamment, en fait, au départ, ce qui rend l'animal clinique, c'est vraiment l'hypovolémie, donc il faut le remplir. Donc ça, le Ringer lactate sait très bien le faire. Mais en fait, après, de quoi il va être clinique, c'est surtout de sa perte de sang, donc de son anémie. Et ça, le Ringer lactate ne va pas suffire là-dessus. Et puis, accessoirement, vous savez très bien que le Ringer, c'est un fluide isotonique. Donc, même si au départ, on le met dans le secteur vasculaire, après, il va se rééquilibrer dans les différents secteurs. Il ne va pas rester dans le secteur vasculaire en faisant une transfusion. Donc là, une autotransfusion, on va apporter des cellules, on va apporter des protéines, etc. Et donc, on va remplir plus durablement notre animal. Donc, il y avait quand même un effet avantageux de l'autotransfusion sur les premières 24 heures. Et pour terminer, une petite étude chez le chat qui date de 2019 dans le JFMS. Donc là, c'était 12 autotransfusions qui ont été réalisées sur 8 chats différents avec des hémo-abdomens. Il y avait 4 chats, pardon, excusez-moi, j'ai changé la diapo, 4 chats où c'était des secondaires à des néoplasies, 3 sur des hémorragies post-opératoires et 1 sur un trauma. Donc en moyenne, ils ont prélevé 50 ml de sang qu'ils ont transfusé sur 3 heures. Il y a 5 chats qui ont eu en plus d'autres produits sanguins. Et puis, en gros, en conclusion, pour eux, l'autotransfusion est apparue comme une technique sécuritaire et qui leur a vraiment permis de stabiliser leurs patients. Et ils n'ont eu aucune réaction indésirable sur leur cas. Donc c'est sûr que à chaque fois, c'est des petits panels de population, mais c'est souvent le problème qu'on a sur les études en médecine vétérinaire, c'est qu'on n'a pas des grosses populations, donc c'est pas forcément 100% représentatif, etc. Mais en tout cas, à chaque fois, on voit que globalement, on a atteint notre objectif, à savoir stabiliser notre patient, le temps de pouvoir peut-être proposer autre chose qu'une autotransfusion. Donc c'est quand même vraiment une technique qui est intéressante. Du coup, on va passer à la partie un petit peu plus pratique. Si vous et moi, on veut vraiment faire une autotransfusion, comment on s'y prend? Déjà, il faut diagnostiquer notre épanchement cavitaire hémorragique, donc notre hémothorax ou notre hémo-abdomen. D'abord, il faut le suspecter.
La principale cause, on a dit, des saignements cavitaires, c'est les processus néoplasiques, notamment les hémangiosarcomes, je pense qui arrivent en tête, mais pas que. J'ai déjà fait une autotransfusion sur un bouvier bernois qui avait un sarcome histiocytaire au niveau thoracique, et qui avait un saignement thoracique là-dessus. Les traumatismes, évidemment, et les coagulopathies, sachant qu'il faut que ça concerne l'hémostase secondaire, et donc le meilleur cas, c'est les intox aux AVK. Parfois, sur des torsions d'organes, on peut aussi avoir des hémorragies cavitaires, mais c'est quand même beaucoup plus anecdotique. Ce que je voulais souligner là-dedans, c'est l'importance des commémoratifs et de l'anamnèse. Parce que des fois, on va avoir une symptomatologie qui peut être assez frustre. Donc, c'est très important de bien questionner le propriétaire sur ces éléments-là pour avoir les infos, parce que clairement, hein, les propriétaires ne donnent jamais les informations tout seuls. Il faut vraiment leur poser toutes les questions, sinon ils ne donnent pas les bonnes infos. Si on suspecte un hémothorax, les signes cliniques qu'on va retrouver, comme n'importe quelle anémie, on va avoir abattement, faiblesse, muqueuse pâle aussi bien évidemment, et puis comme n'importe quel épanchement pleural, tachypnée, dyspnée, discordance, détresse respiratoire, ça c'est les trucs classiques. Et puis lorsqu'on va avoir un hémo-abdomen, donc de nouveau abattement, faiblesse, muqueuse pâle, une distension abdominale, et puis on peut retrouver un signe du flot positif à partir de 40 millilitres par kilo d'épanchement, ce qui est déjà un épanchement très important, hein. Donc le signe du flot, c'est quand même quelque chose de très tardif. Donc faut pas non plus se dire qu'on exclut un épanchement abdo parce qu'on n'a pas de signe du flot. A contrario, sur des animaux très gras, on peut avoir la sensation d'avoir un signe du flot positif alors que c'est un signe du gras, quoi. Donc c'est pas toujours évident. Évidemment, le plus simple, quand on a la possibilité, c'est de confirmer à l'écho. Donc là, on arrive dans les étapes diagnostiques. Hem, Idéalement, quand on est en clinique ou si on est équipé à domicile, on va confirmer la présence de notre épanchement à l'échographie, et on va prélever un échantillon. Donc dès qu'on prélève un épanchement, il faut toujours prendre un tube sec, un tube EDTA, sachant que la plupart des analyses vont pouvoir se faire sur le tube sec, mais pour tout ce qui est cytologie en tout cas, c'est très important d'avoir un tube EDTA. Et puis, on va analyser notre liquide d'épanchement. On ne se contente pas de regarder le truc, de se dire: «Ouh, ça a l'air hémorragique, je suis sûre que c'est ça». Non, il faut vraiment analyser le liquide. On a des valeurs cutoff, c'est important de le faire et de pas juste le faire à l'œil parce que parfois on peut se faire avoir. Il est possible, pour les plus téméraires d'entre vous, de faire ça à domicile, bien sûr, hein. Des ponctions à l'aveugle, c'est possible. Lorsque vous avez vraiment des épanchements massifs, que vous êtes sûr de vous, il est possible de ponctionner à l'aveugle. Et puis avec les petits analyseurs que vous avez dans votre housse de domicile, vous pouvez diagnostiquer un hémothorax ou un hémo-abdomen. Donc n'hésitez pas, faites vos soins à la maison, si c'est possible. Je vous remets ici, les petites infos pour classifier les épanchements. Donc, déjà pour les classifier en transfuda pur, transfuda modifié, exsudat. Donc en fonction des protéines totales et de la cellularité. Donc, ça par contre, c'est sûr, hein, là, à domicile, vous pouvez pas aller analyser ce genre de choses. En clinique, vous pouvez, totalement ou partiellement, ça dépend si vous arrivez à faire un comptage cellulaire ou pas en fonction des automates que vous avez ou si vous pouvez faire un comptage manuel. Mais en tout cas, ça peut vous aider à suspecter certaines causes. Les transfusats purs sont quand même très rares, hein, on peut se le dire. Ça va être sur les cas d'hypoalbuminémie, donc avec les entéropathies par perte de protéines, les néphropathies, les insuffisances hépatiques, sur des pertes très importantes, comme par exemple des brûlures super étendues, ce genre de choses. On va retrouver ça sinon en cas d'hypertension portale, désolée, il y a une faute d'orthographe, ou de cardiopathie. Mais la plupart du temps, on va se retrouver face à des transfusats modifiés où c'est plus dur de conclure. Les cardiopathies, les néoplasies qui desquament peu en cas de CIRS, donc de syndrome inflammatoire systémique, sur des hernies, sur des torsions de lobe pulmonaire, ce genre de choses. Et après, on a le cas particulier des exsudats, où là, c'est des épanchements qui sont très protéiques, très cellulaires. Donc, quand c'est des pyothorax, des puabdomens, des origines inflammatoires, les chylothorax, des origines néoplasiques avec des tumeurs pardon, qui desquament beaucoup, sur des pifs aussi, bien sûr. Voilà un petit peu les grandes lignes pour tout ça. Et puis, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est quelle analyse faire sur mon liquide d'épanchement pour le classer.
Évidemment, déjà, vous avez l'aspect macroscopique de votre épanchement qui va beaucoup vous aider. Si vous avez un épanchement qui a un aspect hémorragique versus si vous avez un épanchement qui est jaune citrin, ça qui évoque plutôt une PIF, ou alors un truc jaune verdâtre qui pue, bon bah là vous allez partir sur plutôt un pio. Le chilo qui a souvent cet aspect laiteux, voire lait fraise. Voilà, tout ça, l'aspect macroscopique va vous aider. Et ensuite, je vous ai remis ici donc les petites analyses que vous pouvez faire. Alors, à chaque fois, en fait, on va comparer un paramètre entre l'épanchement et le sang d'un bouquin de référence à un autre. Là, par exemple, je fais la comparaison, j'ai pris là les valeurs qui sont dans le bouquin de référence de soins intensifs, mais si vous prenez les Tinger en médecine interne, vous avez parfois des valeurs qui sont un tout petit peu différentes. Donc, bon, mais c'est à peu près, ça vous permet quand même de vous faire une idée. Et là, nous, ce qui va nous intéresser pour notre diagnostic d'hémothorax ou hémo-abdomen, c'est l'hématocrite de notre épanchement, qui doit être au moins un quart de l'hématocrite sanguin. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire à domicile avec vos petits appareils de mesure. Je vous rappelle aussi quelques règles classiques sur la ponction des épanchements. Sur un épanchement abdominal, en fait, généralement, on ne prélève que pour le diagnostic, donc une toute petite quantité, juste pour faire nos analyses et savoir ce que c'est. Puisque de toute façon, de toute façon, la très très grande majorité des cas, ça va recollecter rapidement. Et si on fait des vidanges massives, on a des risques de choc. Donc, on ne prélève pas tout. On va prélever un maximum si notre épanchement il est hémorragique et si on a une autotransfusion de prévu. Là, il n'y a pas de problème. L'exception à ça, c'est lorsqu'on a un épanchement qui est très volumineux et qui devient douloureux ou qui comprime le thorax et qui provoque des difficultés respiratoires. Dans ce cas-là, on va retirer plus que juste un tube pour le diagnostic. On va retirer suffisamment pour soulager l'animal. Sur les épanchements thoraciques, c'est l'inverse. On retire toujours le maximum d'épanchements possible pour soulager notre animal durablement, sauf sur les hémothorax, où on va retirer que le strict minimum pour améliorer cliniquement notre patient sans le spolier, parce que si on retire tout, bah, on va retirer aussi beaucoup de choses et donc on a un risque d'anémie derrière, sauf si on a prévu une autotransfusion. Dans ce cas-là, on peut prélever tout ce qu'on peut et que de toute façon, on va lui rendre par notre transfusion. Donc on attaque la partie gestes techniques sur l'autotransfusion. Donc là, où est-ce qu'on en est avec notre patient? On a identifié un saignement cavitaire, OK, on a bien analysé notre liquide, on est OK, tout ça. On a un patient qui nécessite une transfusion, donc il est anémié et il a des signes cliniques associés qui font que on prend la décision de le transfuser. On ne peut pas faire une allotransfusion parce qu'on n'a pas de poche, on n'a pas de donneur ou alors on n'a pas le budget. Je vous rappelle quand même que l'allotransfusion, c'est toujours quand même la meilleure solution parce que, on sait qu'on ne prend pas de risque avec ce qu'on transfuse. Enfin, pas de risque, il y a toujours c'est jamais anodin non plus, mais en tout cas, ça reste, heu, en théorie, la meilleure option. Donc si on ne peut pas faire une allotransfusion, alors là, on va partir sur l'idée de l'autotransfusion. On budgète ça dans notre devis, bien sûr, parce que, ça va quand même, alourdir le devis de devoir faire une transfusion et on explique bien aux gens ce qu'on s'apprête à faire, les bénéfices-risques, qu'ils donnent leur accord de manière éclairée et si tout ça est OK, eh bien, on est parti pour notre autotransfusion, ce qui est quand même super marrant à faire, on peut se le dire. Donc, on va parler d'abord rapidement des petits gestes techniques pour aller prélever notre épanchement. Rien de fou parce que thoraco-abdominosynthèse, normalement, vous savez faire. Je remets quand même rapidement les petites étapes. Donc, bien sûr, on prépare tout notre matériel avant, de quoi tondre, désinfecter, des gants stériles pour nous, une épicrânienne, un 3 voies, une seringue de taille adaptée. Attention à ne pas forcément prendre des seringues de trop grosse taille parce que sinon, ça crée une dépression hyper importante, notamment dans le thorax, et on a beaucoup de mal à prélever. On met notre animal dans une position confortable, décubitus sternal idéalement, latéral sinon. On n'hésite pas à tranquilliser au besoin. Par exemple, on peut utiliser du butorphanol, on peut utiliser du midazolam et rajouter si besoin de l'alfaxalone à effet. Là, c'est des protocoles qui sont vraiment safe. Dans tous les cas, si on est sur un épanchement thoracique, enfin pleural, a priori, on a un animal qui est en détresse respiratoire. Donc tous les animaux en détresse respi, normalement, reçoivent du butor qui va aider dans la gestion de ces cas.
en sédatant votre animal et donc en diminuant ses besoins en oxygène. On n'oublie pas l'oxygénothérapie et si on a un échographe à disposition, on va repérer, notre épanchement, à l'écho. On choisit donc notre site de ponction, l'endroit où on aura la plus belle zone pour ponctionner. On va tondre et désinfecter. Si jamais vous êtes à l'aveugle, vous n'avez pas d'écho et vous suspectez très, très, très fortement, votre épanchement, que vous souhaitez ponctionner à l'aveugle, on va faire un point d'entrée en regard de la jonction costochondrale, c'est-à-dire tiers ventral du thorax, aux alentours du 7e, 8e espace intercostal. Donc probablement un peu plus loin qu'ici. Ici, on est presque comme pour un site de péricardiosynthèse, mais parfois on est quand même assez proche du cœur quand on a choisi notre zone de ponction à l'écho. On se lave les mains de manière chirurgicale, on met des gants stériles, c'est hyper important. Notre animal a déjà des gros problèmes, on va éviter de lui rajouter un piothorax par-dessus. Et puis on fait notre petit montage entre notre épicrânienne, notre 3 voies et notre seringue. On fait un pli de peau. On va insérer d'abord l'aiguille donc de la queue vers la tête en sous-cutané, parallèlement au thorax. Et on peut tunneliser un petit peu, donc rester sous la peau et avancer en fait de 2 espaces intercostaux jusqu'à atteindre le site de ponction, qu'on avait choisi. Donc ça permet au moment où on va retirer l'aiguille d'avoir un trou dans la peau et un trou dans le thorax qui ne seront pas en face et donc de limiter le risque de pneumothorax iatrogène. On oriente l'aiguille à peu près 45° et on rentre dans la paroi thoracique. Si on peut, on se met crânialement à une côte puisque c'est caudalement aux côtes que passent, les nerfs et les vaisseaux. On va aspirer notre hémothorax, donc ça idéalement quand on n'est pas à domicile et qu'on est plusieurs, on a une seconde personne, qui vient, aspirer. Et puis, là, si on n'avait pas encore prélevé, parce que souvent on commence, on s'installe, là c'est la première fois qu'on retire notre épanchement, on n'en avait pas encore analysé avant, donc là tout de suite on va aller analyser notre épanchement pour confirmer que c'est un hémothorax. Et puis si on est bien sûr un hémothorax et qu'on souhaite faire une autotransfusion, eh bien, on va aspirer toute la quantité qu'on souhaite transfuser derrière. À la fin, on retire notre épicrânienne. On peut maintenir une petite pression douce à l'endroit du site de ponction et puis c'est fini. Pour l'abdominosynthèse, rien de bien sorcier non plus, même type de matériel, sauf qu'au lieu d'avoir une épicrânienne, on va prendre plutôt un cathéter ou un angiocath, dépendamment de la taille de votre animal. On le met dans une position confortable, debout, décubitus latéral. On tranquillise au besoin, on repère notre épanchement, donc tout pareil. On choisit notre site de ponction, on tond, on désinfecte. Si jamais on doit faire une ponction à l'aveugle, alors là, il vaut mieux mettre l'animal debout idéalement parce que comme ça, on a vraiment l'épanchement qui par gravité va venir affleurer au niveau de la paroi abdo et on a beaucoup moins de risque de ponctionner un organe. Et donc, on va se mettre sur la ligne blanche. Ou jusqu'à 3 à 5 cm latéralement la ligne blanche, à peu près au niveau de l'ombilic, qui va être la zone souvent la plus déclive. On se lave les mains chirurgicalement, on met des gants stériles, on prépare notre petit bazar et puis on va aller ponctionner dans la paroi abdominale et une fois qu'on a atteint l'espace péritonéal, idéalement on pousse la partie flexible du cathéter dans l'abdomen et on retire le trocar rigide, ce qui permet d'être beaucoup plus serein et de ne pas faire de lésions d'organes. On n'a pas besoin de tunneliser parce que là, il n'y a pas de pression négative dans l'abdomen qui risque d'aspirer de l'air à l'intérieur. Et puis, si jamais on faisait un mini pneumo-abdomen, on s'en fout en fait. On va relier notre cathéter au prolongateur. Si on l'avait pas déjà fait avant, parce que là, pour le coup, souvent, on a ponctionné avec juste une seringue, une aiguille avant pour avoir un tout petit peu d'épanchement et confirmer notre hémothorax. Si ça n'avait pas été fait avant, là, on analyse notre épanchement. Et puis sinon, on va aspirer toute la quantité souhaitée. Et à la fin, on retire, on met une petite pression et voilà. Il est aussi possible de faire un prélèvement en péropératoire, ce qui va arriver quand même, pas de manière pas si rare dans ces cas-là, parce que souvent, c'est quand même des hémo-abdomens, et c'est quand même sur des rate et donc on est en chir et donc il est possible de prélever, pendant, la chirurgie directement. Donc là, vous allez utiliser, dépendamment de ce que vous avez à votre disposition, ça peut être tout simplement à la seringue de 50, directement dans le bide de votre animal. Hem, Attention quand même, il faut faire un prélèvement qui soit, complètement stérile.
Donc, si par exemple, vous avez un aspirateur chirurgical, ça peut être pratique et tout. Par contre, il faut que le pot, d'aspiration à la fin, là où ça réceptionne le liquide, il faut qu'il soit stérile aussi parce que faut pas contaminer votre sang. Donc en tout cas, vous pouvez trouver le moyen que vous souhaitez, mais il faut que le prélèvement, il se fasse de manière complètement stérile. Donc attention à ça, c'est le plus important. Et une fois qu'on a prélevé notre sang, on va pouvoir donc le transfuser. Donc pour ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. On va utiliser une poche de NaCl préalablement vidée et c'est ça qui va nous servir de poche de transfusion, donc pas besoin d'un truc de fou. On va utiliser donc le sang qu'on a prélevé. On prend des aiguilles toujours de très grand diamètre pour limiter le risque de lésion sur les hématies. Ça, c'est très important. Un transfuseur avec filtre, donc vous voyez le filtre qui est à l'intérieur, c'est les mêmes transfuseurs que ceux qu'on va utiliser pour faire des transfusions classiques. Et possiblement une pompe à perf. J'attire votre attention là-dessus. L'utilisation d'une pompe à perf pour faire une transfusion, qu'elle soit auto ou à l'eau, c'est très pratique parce qu'on peut vraiment contrôler le débit, et cetera. Même quand on a des débits faibles sur un chat et tout, on sait que ça va vraiment pousser notre truc à l'intérieur. Cependant, il peut y avoir des lésions mécaniques, des globules rouges au moment du passage dans la pompe qui, en fait, écrasent la tubulure pour faire progresser, le fluide. Donc, il y a des études qui ont quand même montré que les globules rouges avaient une durée de vie, moindre lorsqu'il y avait utilisation d'une pompe à perf pour la transfusion. Donc si vous pouvez le faire juste par gravité, c'est mieux, mais dans ce cas-là, souvent, c'est sur des patients quand même de gabarit assez importants où il faut mettre des débits, quand même importants. Sinon, s'il y a pas le choix, une pompe à perfusion. On va donc, placer le sang qu'on a prélevé à l'intérieur de notre poche en utilisant donc une grosse aiguille, une aiguille ronde et on injecte tout doucement. On ne fait pas un gros jet là parce qu'on va vraiment abîmer nos cellules. Il y a vraiment un risque de lésion mécanique des hématies. Si on avait décidé d'anticoaguler parce qu'a priori, c'est un saignement vraiment aigu ou alors parce que, on a décidé de le faire et c'est comme ça, eh bien, il faut mettre notre anticoagulant dans cette même poche. On a dit tout à l'heure en comptant à peu près 1 ml pour 7 à 9 ml d'épanchement prélevé. Une alternative, que je vous invite à favoriser, qui peut être vraiment pratique parce qu'elle permet, de prélever et remplir votre poche en même temps, sans rien déconnecter, donc en étant le plus stérile possible, c'est de faire un branchement complet en une seule fois, où en fait vous avez, le prélèvement de votre animal qui se fait, le 3 voies, la seringue et vous branchez directement, ici votre poche à NaCl et c'est simplement avec le 3 voies, je vous mets la photo d'après, donc là, c'est ce qu'on avait fait sur notre fameux Bouvier bernois avec son hémothorax. Moi, j'étais en train de faire la thoraco ici. J'ai mon truc qui arrive ici aux 3 voies. Là, il y a Émilie, vous voyez, le 3 voies, il est tourné. Elle est en train d'aspirer, donc de tirer sur la seringue. Petit bémol, elle devrait avoir des gants. Mais bon, passons. Donc hop, avec le 3 voies, elle est en train ici d'aspirer. Ensuite, elle tourne le 3 voies dans l'autre sens et elle pousse sur sa seringue et en fait, elle injecte directement dans la poche qu'on a décidé. Donc là, pour le moment, on a juste une tubulure classique qui nous permet simplement de remplir la poche. Ensuite, cette ligne-là, on va la virer. Et là, on a la ligne pour transfuser après avec un transfuseur à filtre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, là, ça vous permet vraiment en circuit fermé de prélever, de remplir. Donc, on est vraiment le plus propre possible. Et puis, on passe par une aiguille de moins, ce qui est toujours mieux pour éviter de léser nos hématies. Tout simplement, on branche notre petite poche avec notre transfuseur à filtre, tidadiadoum, à notre animal. On flush bien sûr la tubulure et on le relie à notre patient de manière complètement classique. Et puis, on va commencer notre transfusion. Le débit initial classique, c'est 1 ml/kH. Donc, si vous avez déjà fait des transfusions standards, vous savez que c'est hyper protocolaire. On doit augmenter de tant de ml par kilo/h tous les temps de temps, gna gna gna, en reprenant 1 million de paramètres entre-temps. Donc là, on sait qu'il y a quasiment normalement aucun risque de réaction. Donc, on peut se permettre d'augmenter beaucoup plus rapidement le rythme de transfusion, voire même de commencer directement avec un débit élevé lorsqu'on a vraiment un animal qui est en état de choc et qu'on veut faire une transfusion massive. On peut se le permettre et on peut monter jusqu'à 10 voire 20 ml/kH, ce qui est vraiment des grosses transfusions. Et en tout cas, il faut avoir tout transfusé en maximum 4 heures comme pour une transfusion classique parce qu'on a vraiment un risque de contamination septique.
Voilà pour l'autotransfusion. Donc, pour rappel, l'allotransfusion après groupage, ça reste vraiment la technique transfusionnelle gold standard dans la prise en charge des anémies cliniques, hein. Donc, l'autotransfusion ne remplacera jamais l'allotransfusion. Par contre, c'est une alternative extrêmement intéressante à l'allotransfusion lorsque celle-ci n'est pas possible. C'est une technique qui est simple, qui est peu coûteuse, qui nécessite peu de matériel spécifique, hein. Globalement, il faut un transfuseur à filtre. C'est le seul truc peut-être un petit peu fancy que vous pouvez avoir. Le reste, ça reste des seringues et des aiguilles, quoi, hein, c'est tout. Et ça demande pas une technicité de dingue, hein, parce que normalement, tout le monde sait faire une thoraco, une abdominosynthèse. Donc, ou alors même ouvrir le bide de votre animal pour partir en chire et prélever direct à la seringue dans le ventre. Voilà, pas de difficulté technique a priori. Et ça peut vraiment permettre la stabilisation de patients critiques en hémothorax ou hémo-abdomen. Donc voilà, on en est tous capables. Donc go, 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 ça part pour les autotransfusions. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, je ne sais pas quoi, une intervention à faire? N'hésitez pas. Non, personne? Bon, bah, écoutez, une idée de facturation. Si je vois qu'il y a une petite question. Alors effectivement, même si c'est peu coûteux en matériel nécessaire, il faut évidemment facturer une autotransfusion. Parce que, bon, il y a un petit peu de matériel quand même si ça va pas chercher bien loin, mais c'est surtout que ça va prendre quand même des compétences, même si je mets que c'est techniquement simple, vous avez fait quand même un paquet d'études pour arriver à trouver que ça, c'est techniquement simple. Donc, il y a des compétences et il y a surtout énormément de temps, qui sont, mis en œuvre pour faire une autotransfusion. Donc évidemment que ça se facture. Alors nous, côté AdomVet, on avait créé un tarif spécifique. Je suis en train de partir le chercher. Catalogue des actes pour voir à combien on l'avait mis. Autotransfusion, on l'a mis à 400 €. Donc après, je ne sais pas, faut que ça reste cohérent avec peut-être un tarif de transfusion si vous en avez un. Heu, donc notre tarif de transfusion, comme on n'a pas de banque de sang, on n'a pas de poche, disponible directement. Quand on fait une transfusion, bah, il faut que les gens ils viennent avec un donneur ou qu'on a un donneur sous, la main, qu'on le prélève, gna gna gna. Donc on n'a pas une énorme différence entre, les 2 tarifs. Par contre, c'est sûr que si vous avez une banque de sang avec des poches achetées, là, ça coûte très cher. Donc voilà. En tout cas, si vous n'avez pas de tarif de facturation, il ne faut pas hésiter à prévenir, bah, le responsable de la MUV ou le superviseur ou je sais pas quoi, si à un moment vous êtes amené à faire ça, parce que c'est sûr que par contre, faut pas le faire gratos, quoi. C'est vraiment, enfin, c'est un acte quand même, hyper valorisant, pour vous et pour l'animal. Vous allez probablement lui sauver la vie avec ça, donc ça justifie une facturation en face. Alors, quelqu'un a dit: «Si on a accès à un deuxième chien à domicile, par exemple, je me demande comment prélever 50, 100, 200 ml en veineux chez un chien, par exemple, en ayant de l'anticoagulant ACD». Alors, j'ai pas très bien compris la question, Amine. Est-ce que tu peux mettre ton micro pour, éventuellement, me réexpliquer ce que tu veux dire, Non, en fait, je me demandais juste, salut, Salut. au niveau de l'allotransfusion, imaginons on a un deuxième chien disponible, Ouais. comment lui prendre du sang, de grandes quantités de sang? Est-ce que c'est avec un cathéter en niveau jugulaire ou autre? Enfin, c'est juste technique. Oui, alors, effectivement, donc idéalement, C'est il pas le faut sujet, je avoir. sais. Oui, je sais, c'est pas grave, je vais répondre, rapidement, donc effectivement, les prélèvements chez le chien, se font au niveau de la jugulaire pour avoir vraiment un débit, important, et puis, ça se fait alors normalement directement, en fait, dans une poche de prélèvement prévue à cet effet qui va être pré-anticoagulée, en fait, qui contient déjà, de l'ACD dedans. Donc il faut avoir une poche comme ça, en fait, dans votre trousse de domicile. Sinon c'est vraiment à la zob. Ouais, Heu si jamais vous voulez plus de détails sur la transfu, il y a une conf, transfusion qui a été faite il y a 1 an et qui est disponible, en replay. Si jamais, voilà, ça vous dit de refaire un point aussi sur la transfu. merci. Voilà, je sais pas, ouais, si ça te suffit Amine comme réponse? Moi, je me demandais vraiment, est-ce que on met un gros cathéter, gros calibre, ou alors c'est plus avec une aiguille? Enfin, c'était surtout ça qui... Même à Tu la peux jupe, quoi.
Ouais, tu peux ponctionner à l'aiguille, hein, tout simplement. Et par contre, c'est vrai que toujours le plus gros diamètre possible, vraiment pour limiter le risque d'hémolyse mécanique et de lésion de tes hématies. Donc, c'est sûr qu'il faut adapter la taille de ton animal, mais effectivement, toujours favoriser un gros diamètre. Ok, super, merci. Je t'en prie. Euh, alors, qui c'est qui met pas de risque sur les intox AVK qu'il reste du toxique? Alors, bien sûr, remarque importante, je voulais vous en parler pendant un truc, j'ai complètement oublié. Évidemment que si vous êtes face à un cas d'intox aux AVK, alors ça, c'est vraiment le cas parfait pour faire une autotransfusion. Vous êtes dans la meilleure situation possible. Parce que pas de délire de se dire est-ce que je vais faire une dissémination métastatique de cellules tumorales, machin. Je suis sûre que je n'ai pas besoin d'utiliser d'anticoagulants parce que je suis déjà sur une intox aux anticoagulants. Donc là, j'ai vraiment juste à prendre mon sang et à lui rendre. Par contre, idéalement, il faut avoir quand même posé un diagnostic avant. Donc, si possible, fait des temps de coag. Et puis, bien sûr, une fois que notre autotransfusion elle est faite, il faut traiter quand même l'intox aux AVK. Donc, il faut tout de suite derrière lui faire de la vitamine K pour qu'il arrête de saigner dans son thorax ou dans son abdomen. Donc, bien sûr qu'il reste du toxique au moment où vous allez faire votre truc, mais il faut ensuite traiter tout de suite votre intox aux AVK, quoi. Et je vous rappelle, si jamais vous faites de la vitamine K avant d'avoir fait vos temps de coag, ça les normalise en 30 minutes, hein. Donc, vous ne pouvez plus faire le diagnostic après avoir fait votre vitamine K. Voilà, c'était juste la petite info zéro. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Julie. Ouais, c'est top, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui? Oui, j'ai une petite question, coucou. Je me demandais au niveau des volumes, est-ce que c'est le même que pour l'allotransfusion ou par exemple, si tu arrives à enlever plus, tu peux remettre plus? Oui, tu peux tout à fait faire plus parce que, alors en fait, on va dire que l'allotransfusion, tu as des standards, quoi. Donc, généralement, chez le chat, c'est des poches qui font à peu près 45 millilitres. Chez le chien, en fonction de si c'est du sang total ou du concentré, tu vas dire, voilà, on est entre 10 et 20. Sur un animal, admettons, tu es face à un hémo-abdomen sur une rate voilà, qui saigne. Potentiellement, il va vraiment être en choc hypovolémique et il va avoir perdu beaucoup de sang. Et pour le corriger correctement, tu vas avoir besoin de lui mettre beaucoup. Donc, tu peux tout à fait dépasser ces quantités-là. Par contre, attention à pas non plus le mettre en hypervolémie. Si on a un épanchement qui s'est installé de manière un petit peu chronique, il va pas forcément lui manquer tant de volume que ça. Donc, si tu le contenu de son bide et que tu lui remets tout ça dans la veine, là, tu vas le mettre en hypervolémie. Donc, il faut essayer de juger de la quantité dont a besoin ton patient rapport à la valence anémie et rapport à la valence volume. Donc, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, il est possible de dépasser les quantités standards quand effectivement ça saigne abondamment et que il faut le remplir, quoi. OK, merci. De rien. Alors, on a Sandrine qui nous dit sur une rate qui saigne, est-ce que tu sais et que tu sais que tu perds en chirurgie, tu transfuses d'abord, tu fais concomitamment. Alors, moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire de le faire concomitamment, parce qu'en fait, tant que tu n'as pas pris en charge ta rate, ça continue à saigner. Donc, le temps de prélever en faisant une abdominosynthèse, parce que là, on peut être sur des gros volumes, parce que souvent, c'est quand même des gros chiens, donc il y a beaucoup d'épanchements. Une abdominosynthèse, c'est long, hein. Donc, et pendant ce temps-là, il continue à saigner. Donc, en fait, potentiellement, il va saigner aussi vite que vous essayez de le remplir. Donc, ça peut être assez galère. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire de bien briefer votre ASV avant sur qu'est-ce qu'il va avoir à faire. On part en chire. Alors, bon, il faut que l'animal ne soit pas non plus tellement en hypovolémie qu'il ne survive pas à l'anesthésie. Mais bon, voilà. On part en chire. Tout de suite, dès qu'on ouvre, tac, on prélève des seringues d'épanchement. On file ça à notre ASV, comme ça, qui prépare la poche, qui lance la transfu. Et hop, nous, pendant ce temps-là, on peut ligaturer la rate et stopper le saignement. Après, si
Ça dépend toujours des cas, hein. Je peux pas vous dire qu'il faut toujours faire de cette façon, mais c'est sûr qu'à partir du moment où tu sais que l'acte, il va être long, je parle de l'abdominosynthèse, et que tu as vraiment un saignement actif, bah, voilà, ça peut être intéressant quand même de le faire, de manière, concomitante. Mais, c'est vrai que par contre, s'il est très fort en choc hypovolémique, bah, il faut quand même le stabiliser un petit peu avant. Tu pourrais très bien aussi, faire une première transfu, avec, du sang que tu as prélevé en abdominosynthèse, et puis si tu vois qu'en péropératoire, tu as encore vraiment beaucoup de sang dans l'abdos, je sais pas, tu demandes à l'ASV de reprendre une goutte de sang, tu vois que son hématocrit est toujours dans les chaussettes, qu'au niveau volémie, il est pas ouf, que ses lactates sont toujours élevés, nin nin, bah hop, tu reprends du sang et puis tu lui remets une petite couche en pérop, il y a pas de souci, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'est tout bon. Bah, écoutez, merci beaucoup, d'avoir assisté à la présentation. Merci à ceux qui regarderont ça en replay. Bonne journée tout le monde, bonne fin de semaine. J'espère que vous avez tous du beau soleil comme chez moi. Profitez bien et puis à la prochaine. Merci. De rien Yves.